Bonjour tout le monde, je m'appelle Molly Dujardin, je suis conseillère en communication et rayonnement au CECI, le Centre d'études et de coopération internationale, et je suis accompagnée de ma collègue Sandrine Elie. Hello! Chargée de projet au CESIC, le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Puis on est ici pour vous inviter à prendre part, le balado engagé sur l'action climatique de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI, ainsi que le CECI et le CESIC. On est dans les studios de CISM. À travers ce balado engagé, on se questionne sur les enjeux environnementaux qui touchent notre planète et on aborde des solutions possibles proposées par des jeunes. En novembre 2022, nous avons eu la chance d'aller à la COP27 sur le climat en Égypte avec la délégation jeunesse de la COSI. On a rencontré plein de jeunes inspirantes et inspirants mobilisés pour le climat. En revenant, nous avions besoin d'aller plus loin, de continuer les belles réflexions et discussions que nous avions entamées là-bas et nous sommes dit qu'il fallait les partager avec vous. Nous sommes avec Émile Boisseau-Bouvier et Andréane Brassot. Tous les deux, vous travaillez chez Équiterre. Émile, tu es titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Tu es présentement analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Avant ça, tu as travaillé aux affaires gouvernementales chez Hydro-Québec. Tu as pris part aux négociations et as contribué à la vulgarisation des enjeux climatiques internationaux lors de la COP26 et de la COP27 où on a eu la chance de se croiser. Tu es aussi impliqué dans la préservation de la biodiversité urbaine avec les Amis du champ des possibles et dans l'éducation environnementale de la jeunesse québécoise avec le Lab 22. Andréane, tu es titulaire d'une maîtrise en études politiques appliquées, d'un DESS en gestion de l'environnement. Tu es actuellement analyste politique en mobilité durable et porte-parole au sein de l'équipe des relations gouvernementales d'Équiterre. Tu as participé aux négociations des 4 dernières COP, puis tu es aussi coordonnatrice des communications au sein de Jeunes diplomates du Canada. Puis pour toi, les transitions écologiques doivent passer par des politiques ambitieuses et centrées sur la justice climatique et environnementale. Bien, bienvenue à vous deux. Merci. Merci. On avait envie quand même de donner une petite touche humaine à tout ça. Puis quand on vous a posé la question, tous les deux, ce qui est ressorti, c'est que vous avez mis passer du temps dans la nature, notamment la randonnée, la marche. Je serais curieuse de savoir un peu plus sur qu'est-ce que ça vous apporte. Oui, bien en fait, dans la vie, moi, je cours beaucoup. Donc, la randonnée, la course en nature, le trail, en gros, pour moi, c'est une activité qui me permet de mêler 2 de mes intérêts. Donc, ça m'apporte beaucoup de bien. Je trouve ça à la fois énergisant, à la fois relaxant. Je peux y aller à mon rythme, je peux me dépasser si je le veux ou être très relax. Donc, c'est vraiment un espace où je me sens bien. Bien, si Andréane court, moi, je marche beaucoup. Puis, même chose, la nature, l'environnement, c'est là où je me retrouve. Ça me permet de communiquer aussi, de connecter avec le reste du vivant. C'est mon havre de paix. C'est là où ça me permet d'avoir des pensées, de reconnecter. C'est vraiment des moments qui sont précieux pour moi. Andréane, tu es impliquée comme militante depuis toujours, puis ton parcours témoigne un intérêt fort pour le plaidoyer climatique. Tu peux peut-être nous parler plus de cette relation entre le politique et le climat? Oui, bien, il y a vraiment plusieurs liens entre les deux. Bien, d'une part, c'est sûr que la politique, c'est un jeu de pouvoir, un jeu d'influence. Puis je pense que justement, quand on joue bien nos cartes dans cet univers-là, on peut avancer les politiques environnementales, les politiques climatiques à tous les paliers, là, que ce soit municipal, au provincial, au fédéral et même à l'international. Puis je pense qu'on le voit dans des espaces comme les COP, justement. Un autre lien super important, à mon sens, c'est le fait que les différentes idéologies politiques vont faire en sorte que on va gérer l'environnement différemment. Donc, je pense qu'on ne peut pas nécessairement associer la gauche à la protection de l'environnement et tout, mais plutôt différentes approches qui vont avoir des impacts différents. Je ne voudrais pas tomber dans ces raccourcis-là nécessairement. Puis, en dernier, on voit aussi que à travers le temps, les mouvements sociaux, tout ce qui a permis d'influencer les gouvernements à agir en faveur de l'environnement, c'est super important. Il faut le pousser, le gouvernement, à en faire toujours plus. Puis, je vais partir de la base, mais il y a à peine 50-60 ans, il n'y en avait même pas là, de ministère de l'Environnement. Donc, il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru, même si c'est jamais autant qu'on le souhaiterait. Donc, vraiment, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la politique pour faire les changements sociétaux qu'on veut voir là, pour l'environnement.
Puis, de ton côté, Émile, est-ce que tu vois les choses de la même manière? Est-ce que mobilisation citoyenne, mobilisation jeunesse, ça peut en venir à influencer concrètement la politique? Oui, tout à fait. Puis en environnement, mais c'est pas les problèmes qui manquent, ce sont des problèmes qui sont complexes généralement. Puis pour résoudre des problèmes complexes, il faut aller au-delà des petits gestes individuels. Oui, c'est bien, il faut continuer à les faire, mais après ça, il faut avoir des structures pour simplifier ces gestes-là, les rendre les plus faciles possibles pour les gens. Et donc, quand on a des problèmes complexes, ça nous prend des solutions qui sont complexes et ça passe par l'action politique. Et c'est là où la mobilisation des citoyens, la mobilisation de la jeunesse prend toute son importance. C'est là où on le voit, on a des élections qui sont aux 4 ans, c'est notre moment de nous exprimer, mais c'est pas le seul moment, évidemment. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les dernières élections provinciales et fédérales, on a, avec Équiterre et plein d'autres groupes environnementaux, il y avait une initiative qui s'appelait Véro vert, où on voulait mettre l'environnement au cœur des élections, parce que souvent, ça peut être un sujet qui se perd au milieu de plusieurs autres. Donc, après ça, il y a la mobilisation citoyenne qui permet de préserver certains boisés, par exemple, ou certains milieux naturels. Si moi, je suis impliqué avec les Amis du Champ des possibles, ça vient d'une mobilisation citoyenne. C'était un terrain vague qui longe la voie ferrée, qui allait être rasé pour devenir un stationnement de la voirie de la Ville de Montréal. Les gens ont dit non, c'est important pour nous, on a besoin de cet espace-là. Ils sont mobilisés et c'est comme ça qu'on a pu préserver cet espace-là. Donc, vraiment, c'est important que ça vienne de la base pour se rendre jusqu'aux sphères politiques où là, on va avoir les outils pour répondre efficacement aux défis climatiques et défis environnementaux qui sont devant nous. Andréane, tu as un parcours aussi en lien avec la communication. Est-ce que tu trouves qu'il reste encore de la sensibilisation à en faire en 2023 par rapport aux enjeux climatiques? Bien, absolument. Et puis, je pense qu'on est rendu à un stade où on ne peut plus juste parler d'environnement ou de climat. Il faut y aller de manière beaucoup plus précise. D'ailleurs, l'environnement se professionnalise. Donc, il faut parler des politiques de gestion des matières résiduelles, de transport, les politiques énergétiques, les politiques d'agriculture. Donc, c'est tous des dossiers où il faut changer les habitudes et sur lesquels il faut sensibiliser la population, où il faut éduquer et informer la population. Puis, je pense qu'on est aussi à un stade où il faut avoir les conversations qui sont inconfortables, qui sont plus difficiles, parce qu'on ne peut pas penser qu'on va réellement tous et toutes pouvoir continuer à maintenir le même rythme de vie que nos parents dans le passé. Donc, je pense que c'est important de trouver les bonnes façons d'amener des sujets difficiles comme le véganisme, l'alimentation végétale, pas nécessairement le véganisme, ou encore le fait d'avoir moins de véhicules sur nos routes. Donc, des questions qui vont vraiment toucher aux habitudes quotidiennes des gens. On le sent que ça soulève beaucoup de réactions, que ça dérange, mais en même temps, on est à un stade où on ne peut plus se mettre la tête dans le sable par rapport à ce qui doit être fait. Puis, Émile, est-ce que tu trouves que tu as la même vision au niveau de la sensibilisation? Oui, c'est important de sensibiliser les gens, mais je pense que la plupart des gens sont déjà sensibles à la cause environnementale. Il faut aller plus loin que ça. Il faut parler de conscientisation, il faut parler d'éducation. Puis l'éducation, ça commence dans nos écoles. Il faut que nos jeunes, les citoyens d'aujourd'hui, mais ceux qui vont voter demain, qui vont prendre des décisions demain, aient vraiment les outils en leur possession pour connaître les problèmes, comprendre la complexité des problèmes, savoir quels outils sont disponibles pour faire face efficacement à ça. Donc, même chose dans nos médias, il faut vraiment aller plus loin que la surface et vraiment donner des outils aux gens, faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a une crise climatique en ce moment, c'est quoi les causes de ça. Andréane en a parlé, souvent c'est des causes qui sont liées à notre mode de vie et puis là, c'est là où c'est important de venir avoir ces conversations difficiles sur est-ce qu'on peut tous avoir 2 voitures? Est-ce qu'on peut tous continuer à manger comme on le veut? Est-ce qu'on peut tous faire un voyage par année en avion? Les réponses sont non, mais après ça, il faut qu'on comprenne pourquoi et qu'on sente le besoin de faire ces changements-là, parce que sinon, si on leur impose, les gens ne vont pas vouloir, vont être réfractaires au changement. J'ajouterais qu'il faut aussi présenter ce narratif-là comme quelque chose de positif, pas nécessairement comme une perte. Il faut montrer qu'on a beaucoup à gagner à changer nos modes de vie, à le simplifier, à travailler moins, à avoir plus de temps libre pour s'engager, pour être des meilleurs éco-citoyens et éco-citoyennes. Puis en fait, c'est ça, si plusieurs d'entre nous se rallient ensemble pour véhiculer ces messages d'espoir. Puis je trouve ça intéressant, Émile, quand tu disais ce qu'on peut faire, on ne peut pas tous avoir une voiture solo et ainsi de suite. À quelque part, il y a aussi d'autres groupes qui travaillent à une promotion de désinformation climatique sur ce qu'on peut faire et qu'on n'a pas forcément à s'en soucier. Comment est-ce que
vous voyez ça, ces efforts-là qui se décuplent de plus en plus dans l'espace médiatique pour nous laisser croire que tout est possible et qu'il n'y en aura pas des conséquences. Ouais, ben, ça date pas d'hier, hein. On le voit, les compagnies pétrolières, les compagnies gazières le savent depuis les années 70, depuis les années 80. Le plus récent, c'est ExxonMobil, qui avait des modélisations à l'interne qui se sont révélées. C'est exactement ça qui s'est passé. Ils savent depuis des décennies que leurs activités contribuent à la crise climatique, contribuent à l'appauvrissement des gens, contribuent à plus d'incertitudes, contribuent à tous les problèmes qu'on connaît maintenant. Mais ils ont continué parce que pour eux, c'est là où ils tirent leur profit. Donc, c'est clair que c'est vraiment frustrant de savoir qu'il y a des efforts qui sont déployés par certains groupes pour leur gain personnel. Après ça, est-ce que c'est à nous de trouver le contre-narratif pour, comme Andréane le disait juste un peu plus tôt, rendre la transition souhaitable, agréable, voir les côtés qui sont positifs de ça. Puis, c'est l'important aussi d'avoir des pénalités pour simplement réguler nos sphères d'information où souvent on a des faux débats avec une personne qui va donner des informations scientifiques et l'autre personne qui va donner des opinions sur la réalité ou non de la crise climatique. On n'est plus au moment d'avoir des débats sur est-ce que c'est vrai la crise climatique. L'important, c'est de parler des solutions. Donc, je pense que dans le traitement de notre information aussi, des fois, on essaye tellement d'être impartiaux qu'on donne deux côtés d'une médaille alors qu'il y a un côté qui est tout simplement pas vrai et qui est juste néfaste pour l'ensemble de la société. Kevin Ossa, directeur général pour l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable au Togo. Il faut que les jeunes soient autodidactes, soient curieux de ce qui se passe autour d'eux. Je ne parle pas seulement de la COP, je ne parle pas seulement des jeunes au pays. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes doivent s'y intéresser? Parce que c'est notre avenir, il s'agit de notre avenir. Et les gens ne peuvent pas se rassembler autour d'une table et parler de notre avenir et on n'est pas là. Donc, je pense que c'est très important pour nous, jeunes, de pouvoir avoir notre place au niveau de la table des négociations pour pouvoir porter notre voix et dire nos priorités. Puis pourquoi il est important d'impliquer la jeunesse lorsqu'il est question des enjeux climatiques? Moi, je serais curieuse de savoir, en fait, selon vous, ce que vous voyez dans le quotidien, c'est quoi les enjeux que les jeunes mettent de l'avant puis les solutions que la jeunesse a apportées dans cette discussion-là, là? Bien, pour commencer, c'est sûr qu'il y a une question d'équité intergénérationnelle qui est centrale. Donc, qui va être le plus affecté par la crise climatique? Bien, c'est la jeunesse. Donc, c'est sûr qu'ils doivent faire partie du dialogue, des discussions et des solutions qu'il faut mettre de l'avant pour accélérer la transition. Par contre, une fois ça dit, bien, la jeunesse, c'est pas non plus un bloc monolithique. Donc, tout comme les autres groupes de la population, il y a différentes visions, différents points de vue sur les meilleures solutions, sur la rapidité des changements à faire, etc. Donc, je pense qu'il faut aller à l'écoute, il faut aller dans les communautés des jeunes, il faut parler aux jeunes, il faut dialoguer avec eux, avec nous. Je vais m'inclure là-dedans. Donc, parmi la jeunesse, là, celle qui est la plus mobilisée, il y a vraiment différentes actions qui sont faites. Là, et ça, vraiment, ça touche à différents éléments. Là. Donc, il y a des poursuites climatiques partout à travers le monde. Greta Thunberg en fait partie. Il y en a aussi une là, de l'organisme Environnement Jeunesse au Canada, par exemple. Il y a aussi des grèves, des mobilisations. Donc, il y a vraiment tout plein de choses. La jeunesse qui est mobilisée, elle est aussi très créative. Puis, je pense que ça vient vraiment d'un désespoir, d'une désillusion de notre société. Puis, il y a une volonté de changer qui est profonde. Puis, je pense qu'il faut l'écouter pour trouver les meilleures solutions. Émile? Oui, bien, il y a 26 % des Québécois et des Québécoises qui ont moins de 25 ans. C'est quand même une proportion non négligeable de la population. Ça, c'est au Québec. Dans d'autres pays, c'est encore plus frappant. Au Nigeria, la médiane d'âge, c'est 18 ans. La moitié des gens sont donc mineurs. Ah, ouais. Et c'est pour ça que je reviens à mon point de tantôt de l'éducation relative à l'environnement. Si on veut avoir une bonne société demain, ça commence par l'éducation. C'est la base de notre société. Et c'est pour ça qu'il faut donner des outils à ces jeunes-là qui sont déjà mobilisés, qui sont déjà sensibilisés, on le disait plus tôt, qui voient cette crise-là, qui connaissent les conséquences de cette crise, puis qui, des fois, bien, ça leur fait peur. Mais après ça, qu'est-ce que tu peux faire quand tu as 13 ans puis que tu es conscient des enjeux environnementaux? Bien, c'est à notre système éducatif de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de se mobiliser, pour qu'ils soient capables de manifester, pour qu'ils soient capables d'entrer dans les sphères politiques, pour qu'ils soient capables de
toutes les formes d'action sont bénéfiques, mais après ça, il faut que tu saches que ça existe, que c'est disponible pour toi, et puis qu'on te donne les outils pour que tu puisses être un acteur de changement dès maintenant, mais demain aussi, parce que ces gens-là, ça va être les leaders de demain. Donc, je pense que l'éducation, c'est vraiment la base de la société, puis il faut outiller ces jeunes-là qui ont une soif de changement, qui sont conscients des enjeux. Après ça, il faut leur donner des outils dans les mains. Absolument. Puis les jeunes sont extrêmement engagés dans les mouvements sociaux. Puis ce qu'on retient le plus souvent, c'est qu'ils ou elles, ils ne se sentent pas représentés dans les sphères politiques ou les sphères décisionnelles. Il y a vraiment comme une déconnexion entre les intérêts des jeunes puis leur pouvoir d'influence. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis comment les choses pourraient-elles changer? Ça passe par plusieurs choses. Il y en a une, c'est d'avoir, par exemple, des sièges qui sont réservés à la jeunesse, que ce soit dans les conseils d'administration, dans les comités ministériels, avoir des comités jeunesse au sein des écoles. Mais après ça, il ne faut pas non plus que ça reste du tokenisme, pardonnez-moi l'anglicisme, mais que ce ne soit pas juste la table des enfants où on vous écoute, mais on ne prend pas acte par rapport à vos recommandations. Puis, encore une fois, je reviens sur le même point de former les jeunes à l'éco-citoyenneté. C'est l'importance de l'éducation. Il faut les intéresser aux instances démocratiques qu'on a. Il faut les intéresser aux formes de mobilisation qui sont disponibles à eux. Il faut les intéresser au secteur d'avenir de demain aussi. Et donc, les préparer à être aux commandes. Après ça, Andréane, peut-être que tu as d'autres points à ajouter? Oui, bien, tu parlais de tokenisme ou d'instrumentalisation de la jeunesse. Bien, je pense que en ce moment, on peut regarder là, le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques au Canada, donc qui est un comité jeunesse avec lequel l'équipe du premier ministre Justin Trudeau travaille. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple de comité jeunesse qui n'a pas de pouvoir décisionnel et qui est probablement écouté, mais est-ce que ces recommandations-là, ces idées-là qui sont véhiculées par ce comité sont appliquées après dans la société? Pas pour le moment. Puis, tu sais, ça me fait penser en fait à une initiative récente qu'il y a eu au Québec. En fait, il y a une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui soulignait en fait que tous les partis étaient d'accord à ce qu'on crée un comité jeunesse sur les changements climatiques, donc qui agisse à titre de conseillères auprès du cabinet des ministres ou du ministre de l'Environnement, peu importe, mais qui ait vraiment un rôle de conseillère, parce que comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui vont affecter les prochaines décennies sans inclure les personnes qui vont être affectées par ces décisions-là? Bref, je pense qu'il faut donner un pouvoir décisionnel à la jeunesse. Puis en fait, concernant justement ce merveilleux comité jeunesse, je m'étais un peu penchée sur la question, puis je trouvais ça intéressant qu'unanimement, on était d'accord d'avoir ce conseil-là. Puis en parallèle, il y a un grand flou sur c'est qui les jeunes qui vont faire partie de ce conseil-là? Puis à quelque part aussi d'avoir cette réflexion d'une représentativité de jeunes, pas juste les jeunes peut-être neveux et nièces de certains élus ou des personnes qui ont déjà une belle porte d'entrée dans ces milieux-là. Là. Fait que je trouve ça chouette de voir des initiatives comme ça arriver. On dirait, là, je demande encore beaucoup de rigueur sur qui va composer ces conseils-là, puis j'ai hâte de suivre le dossier. Là. Puis je voudrais juste mentionner aussi qu'il existe des instances consultatives jeunesse déjà aussi, puis qui peuvent s'inspirer. En fait, je parle du Conseil jeunesse de Montréal dans lequel je suis impliquée, puis qui existe déjà. Donc, il y a déjà des systèmes de fonctionnement qui marchent, en fait, qu'on produit des recherches, des avis qui s'adressent aux élus. Notamment, justement, le prochain sera sur la biodiversité. Donc, il y a quand même des exemples à suivre qui existent déjà aussi pour s'inspirer. Donc, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Là. Puis, c'est peut-être de rendre ça plus automatique dans les institutions, d'y penser tout de suite, en amont des mécanismes et des processus qui sont créés. Puis, je pense qu'on peut prendre l'exemple des femmes où on va souvent chercher la parité, etc., des minorités. Donc, un peu dans le même principe, en environnement, inclure les jeunes, c'est un incontournable. Mm-hmm. Oui, puis en ce cas, je trouve ça intéressant, Molly, comment tu soulèves, en fait, je crois que le municipal a un peu emboîté le peuple tranquillement, on voit les autres pallier prendre cette belle influence-là. On voudrait comme conclure, en fait, en vous demandant comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique?
Il y a toutes sortes de moyens de prendre part à l'action climatique. Il y a une très simple, c'est de participer aux différentes manifestations qui ont lieu au travers de l'année. Une autre, c'est simplement de s'informer, savoir ce qui se passe. Sinon, on ne peut pas tout faire non plus. Puis l'environnement, c'est très, très large. Après ça, il faut savoir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous touche, puis c'est quoi nos pouvoirs, nos leviers d'action individuelle. Ça peut être, comme je le disais plus tôt, la protection d'un milieu naturel qui est dans notre village, qui est dans notre arrondissement, où on va se mettre avec d'autres personnes pour protéger cet endroit qui est cher à notre cœur. Ça peut être aussi, si c'est un autre enjeu qui touche le palier fédéral, par exemple, c'est d'écrire à notre député. Si tu écris à ton député, il y a, surtout par lettre, là, si tu l'envoies par la poste, il y a une personne qui est obligée de prendre cette lettre-là, de l'ouvrir, de la lire, t'envoyer une réponse. Donc, souvent, on n'y pense pas nécessairement à ça, mais c'est des outils qui sont accessibles à nous. Après ça, il y a toutes sortes d'autres outils. Là. Si on est à l'école, il y a des grèves qui sont possibles pour le climat. Andréane, je suis sûr que tu as plein d'autres idées pour compléter. Oui, bien, dans tous les cas, la diversité des tactiques va être ce qui va faire avancer la cause environnementale, à mon sens. Donc, soyons créatifs, justement. Si notre force, c'est d'écrire, bien, écrivons. Si notre force, c'est de mobiliser, bien, mobilisons. Si notre force, c'est de lancer une poursuite, bien, allons-y avec cette solution-là. Ça peut être à plus petite échelle. Si on voit beaucoup de pétitions passer, on peut signer les pétitions et l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Donc, c'est vraiment de sortir de notre boîte, dans le fond, d'essayer des choses. Puis justement, on va découvrir ce qu'on aime. L'environnement, c'est tellement de choses. Est-ce que c'est l'alimentation? Oui. Est-ce que c'est le transport? Oui. Donc, c'est de voir où on peut s'impliquer. Il y a les CA aussi, on en a parlé un peu plus tôt, qui sont une autre belle façon de s'engager, puis qui donnent aussi, en plus, une belle expérience de travail, en général. Oui, puis en tout cas, pour avoir été sur certains CA, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que, pour revenir au token, puis comment est-ce que c'est des fois une case à cocher, c'est aussi de travailler à dire, bien, je suis pas ici pour que vous remplissiez un mandat, je suis ici aussi pour apporter quelque chose, une vision. Moi, j'ai eu dans beaucoup de CA, j'ai beaucoup aidé à mettre à jour certaines visions, certaines politiques, certaines manières de faire. Puis c'était de prendre ma place, faire rapport à ça, puis de me sentir valide dans l'expérience que j'avais apportée. Là. Fait que je trouve que de faire le lien entre instance politique, mais aussi instance décisionnelle avec vous, là, c'était très intéressant. On était curieux de savoir, est-ce que vous auriez une référence culturelle qui vous garde motivé, vous a amené à peut-être en savoir plus, que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien, en tout début, je disais que la nature, c'était mon havre de paix, c'est ça qui me nourrissait. Donc, ma suggestion, ce serait 3 photographes animaliers québécois. Vous pouvez les trouver sur Instagram, sur Facebook. Le premier, c'est Jean-Simon Bégin. Le deuxième, Éric Deschamps. Et le troisième, Jean-Christophe Lemay. Donc, si vous les suivez, vous allez avoir plein de harfang des neiges, de renards, de loutres et de plein d'autres animaux qui font partie de notre patrimoine québécois qui vont venir parsemer votre fil Instagram, par exemple. Moi, ça me nourrit, ça me met un sourire. C'est vraiment des belles photos. Puis, on aime ce qu'on connaît, puis on veut protéger ce qu'on aime. Donc, je pense qu'une bonne façon de dire aux gens, il va falloir, si on veut protéger notre environnement, il faut savoir qu'est-ce qui constitue notre environnement. Puis une façon de le faire, c'est d'avoir des gens qui parcourent le Québec avec leur appareil photographique qui nous rapportent des images de cette façon-là. Et je confirme que ce sont d'excellents comptes Instagram à suivre. Je suis allée après avoir vu les recommandations de mon collègue. Pour ma part, le magazine québécois B-Side, donc c'est un magazine indépendant que je vous recommande vraiment. Donc, ça parle à la fois de nature, mais aussi de culture et de plein de façons. Donc, ça parle d'art, d'alimentation, de gastronomie aussi, justement, de toutes sortes de choses où on vient lier la nature avec la culture. Donc, vraiment, les collaborateurs, collaboratrices sont tellement variés, mais tellement intéressants et intéressantes. Je vous recommande ce magazine-là qui a des idées très actuelles puis qui vraiment qui ouvre les esprits. Oui, d'ailleurs, ils ont fait une mini-série documentaire sur des entrepreneurs qui sortent des sentiers battus qui était super intéressante. Merci beaucoup. Ce que je retiens vraiment de cet échange, c'est qu'on avance, peut-être pas toujours au rythme qu'on voudrait, peut-être parfois avec certains bâtons dans les roues, mais qu'on avance dans la bonne direction collectivement, puis qu'on se donne surtout en fait les outils pour que ce soit périn, puis de mettre en place justement des mécanismes pour que ce chemin-là, qu'on le fasse, on le fait maintenant, mais de manière stable aussi, là. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ce
Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine Elie et Molly Dujardin. À bientôt!